Alors moi, pour répondre, je vais utiliser d'emblée un paradoxe, c'est-à-dire une étrangeté, une apparente contradiction. De toutes les sciences, l'histoire, sans doute, est la plus contestée, la plus critiquée. Pourquoi? Mais parce que l'histoire est amenée parfois à changer l'opinion que nous avons de nous-mêmes, à modifier l'image que nous aimerions avoir de l'humanité. Par exemple, la préhistoire, qui repose sur la théorie de l'évolution, a eu énormément de mal à s'imposer. Et il faut dire que cette préhistoire remet en cause, toujours aujourd'hui, l'idée que l'homme a été créé d'un coup, comme nous le voyons, et nous savons que les faits disent le contraire. Si l'histoire était une science, est-ce qu'elle serait contestée? Mais bien sûr, les sciences aussi sont contestées. C'est d'ailleurs ce qui les fait avancer. En 1628, un médecin anglais, William Harvey, démontre, au scandale des autres médecins, que notre sang circule dans notre corps, selon un processus de séparation entre le sang oxygéné et le sang désoxygéné. Révolution dans la médecine, comme on l'imagine. Mais la contradiction est à la base même du progrès scientifique. En 1633, Galileo Galilei contredit une idée très répandue à son époque, celle qui veut que le Soleil tourne autour de la Terre. Et les gens le voient bien, le Soleil se lève, traverse le ciel, se couche. Le Soleil bouge. D'ailleurs, n'est-ce pas écrit dans la Bible? Dieu arrêta le Soleil pour permettre aux Hébreux de gagner une bataille. On ne peut tout de même pas arrêter ce qui ne bouge pas. Au XVIIe siècle, les gens ne savent pas que la Terre tourne sur elle-même et que c'est ce mouvement qui lui-même donne l'impression que le Soleil bouge dans le ciel. En échafaudant sa théorie, Galilée révolutionne les sciences. Et il prouve que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais bien le contraire, que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Bien sûr, ces contestations restent très dangereuses. Et pour ce qui est de Galilée, le savant a été condamné par un tribunal religieux et obligé de renier ses idées. Mais c'était trop tard. Celle-ci avait déjà convaincu la plupart des savants de son époque. Nous, grands accusateurs de la Sainte Inquisition, agissant au nom et sur ordre de sa sainteté Urbain VIII, après avoir auditionné le nommé Galileo Galilei, citoyen de Florence, devant la commission spéciale et suivant les décisions du tribunal, présidé par son éminence le très respecté cardinal Francesco Barberini, nous disons, statuons et déclarons que, toi, Galilée, tu t'es rendu véhémentement suspect d'hérésie devant le Saint-Office pour avoir soutenu et adopté cette doctrine fausse et contraire aux Écritures saintes et divines, selon laquelle le Soleil serait le centre du monde et ne se mouvrait pas de l'Orient à l'Occident, et que la Terre se mouvrait et ne serait pas le centre du monde, opinion qu'on ne pouvait ni soutenir ni défendre comme probable depuis qu'elle avait été déclarée et définie comme contraire à la Sainte Écriture. Il faut bien comprendre que les changements, les contradictions, les découvertes n'empêchent pas l'histoire d'être une science. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que c'est une science? Mais c'est un ensemble de théories appuyées sur des faits, des observations, des expériences. C'est-à-dire que les scientifiques d'abord récoltent un certain nombre d'informations, puis cherchent à relier ces informations entre elles par une explication. Ensuite, ils font des expériences pour vérifier si leur explication est juste. Contrairement par exemple à la religion qui propose une vérité toute faite, la science, elle, s'expose à la réfutation, au changement, à la contradiction. Par exemple, depuis Aristote, le voilà, les savants pensaient que le vide pouvait engendrer la vie. C'était la notion de génération spontanée. Par exemple, les vers et les mouches naissaient de rien. En 1668, le médecin italien Francesco Redi prouve le contraire, à l'aide d'une simple expérience, en mettant un morceau de viande dans un récipient fermé et un autre à l'air libre, à la portée du vol des mouches. Le médecin constata
sans microscope s'il vous plaît, que les vers n'apparaissaient pas dans le récipient fermé, mais proliféraient au contraire sur le morceau de viande exposé aux mouches, prouvant qu'ils étaient le fruit de leur action. Ainsi, comme n'importe quel autre savant, l'historien observe, fait des hypothèses et cherche des preuves pour appuyer son hypothèse, il cherche des faits. Par exemple, on a très longtemps pensé que les habitants de la Polynésie venaient d'Amérique. Pour le prouver, en 1947, un aventurier norvégien, Thor Heyerdahl, fabriqua au Pérou un immense radeau baptisé Kon-Tiki. Avec lui, il traversa le Pacifique jusqu'aux îles Tuamotu, à 8000 km de là. Tout cela pour prouver que la traversée était possible. Le succès de cette expérience enthousiasma le monde entier, mais la génétique aujourd'hui prouve que les habitants de la Polynésie viennent d'Asie et non d'Amérique. L'histoire a dû modifier son point de vue. Comme on vient de le voir, l'histoire, pour prouver ses hypothèses, ses théories, s'appuie sur des sciences, comme par exemple la génétique. Mais elle cherche aussi des preuves dans l'archéologie, dans la géologie, dans la paléontologie. Et il arrive aussi que certains textes, qui avaient été longtemps oubliés, réapparaissent et obligent l'historien à corriger son point de vue. L'exemple le plus fameux est la découverte de l'Amérique par les Vikings vers l'an 1000. Cet événement est relaté dans des sagas, c'est-à-dire de grands poèmes épiques, mais ces sagas qui parlaient de l'Amérique avaient été oubliés. En 1837, ces vieux textes furent redécouverts, ainsi que l'exploit du viking Éric le Rouge, conquérant du Groenland, et de son fils Leif, explorateur du Labrador et de Terre-Neuve. Devant des faits nouveaux, l'histoire doit corriger son point de vue. L'historien doit revoir sa copie. Mais n'est-ce pas le risque que court n'importe quel honnête scientifique? Play it, Mr. Toot!